Bonjour à tous, eh bien, nous sommes toujours sur le congrès Smart Energy Factory. Vous avez peut-être un projet d'efficacité énergétique dans l'industrie. Vous vous demandez comment procéder, quelles méthodes appliquer, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les écueils à éviter, quels gains vous pouvez espérer. Avec nous pour en discuter deux experts. Jean-Pierre Riche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Okavango Énergie, qui est un cabinet de conseil opérationnel en efficacité énergétique, justement spécialisé dans l'industrie. Bienvenue. Merci. Avec nous également Julien Collat. Bonjour monsieur, vous êtes responsable climat-énergie à l'EPE, qui est une association, pardonnez-moi, qui s'appelle Entreprise pour l'environnement. Expliquez-nous en deux mots de quoi il s'agit. Entreprise pour l'environnement, en fait, est une association qui regroupe une quarantaine de grandes entreprises françaises qui œuvrent pour apporter des solutions volontaires sur les questions d'environnement. Changement climatique, biodiversité, santé et environnement. D'accord, donc plutôt des grandes entreprises d'ailleurs. Plutôt des grandes entreprises, oui. Alors vous qui avez donc en portefeuille, si j'ose dire, un certain nombre d'entreprises, qu'observez-vous? Y a-t-il, pour commencer, des grandes règles, une sorte de philosophie à appliquer quand on se lance dans un projet d'efficacité énergétique industrielle? Alors effectivement, tout le monde ne fait pas pareil, mais il reste tout de même de grandes règles à appliquer. On ne se lance pas de but en blanc dans un programme d'efficacité énergétique. Il faut d'abord connaître de quoi on parle, c'est-à-dire faire un état des lieux, savoir quels sont les process, quels sont les flux d'énergie notamment, quels sont les flux de matière, parce que certaines énergies vont être recyclées en matière. Et puis ensuite, il faut savoir comment compter. Une fois que je connais, que j'ai identifié mes flux, je compte, je mets des compteurs, je fais du reporting pour savoir exactement ce que j'ai en fait à économiser derrière, où vont être les flux les plus importants, quels vont être les flux qui vont pouvoir être réduits. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer à mettre en place un programme de réduction de ces flux, un programme d'optimisation énergétique ou de réduction des consommations énergétiques. Donc c'est assez classique, j'observe et j'agis. Vous partagez cette vision, monsieur Rich? Alors je partage et pas tout à fait pour autant, parce que effectivement beaucoup d'industriels, quand nous les rencontrons, nous disent j'ai besoin de mesurer pour savoir de quoi je vais parler en termes d'énergie et sur quoi je vais agir. C'est vrai, mais il y a deux types de mesures et je pense qu'il faut faire la part des choses entre ces deux types-là. Il y a la mesure de diagnostic qui sert à faire un état des lieux, et cette mesure-là, elle peut être temporaire. Elle peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Elle doit être forcément assez approfondie pour bien comprendre les processus, bien comprendre où l'énergie est consommée et sur quoi je vais agir. Et puis, mais cette mesure-là, elle n'a pas vocation à être pérenne, elle n'a pas vocation à nécessiter des investissements qui vont se chiffrer en quelques dizaines ou en quelques centaines de milliers d'euros. Et vous avez après un deuxième type de mesure, une fois que vous avez lancé votre programme d'efficacité énergétique, qui lui va être va être une mesure destinée à produire des indicateurs de performance énergétique qui vont servir à mobiliser les équipes, à valoriser le travail réalisé, à détecter des dérives. Et là, par contre, évidemment, on va parler de capteurs pérennes, mais il est important de différencier ces deux types de mesures, parce que le risque, c'est finalement, et on le trouve chez certains industriels, d'avoir installé une panoplie de capteurs avec des dizaines et des centaines de données qui remontent, et finalement, elles ont servi que pendant une période de diagnostic, et celles qui servent véritablement pour suivre la performance sont beaucoup moins nombreuses. Et donc, premier obstacle à l'efficacité énergétique, c'est la capacité à investir. Les industriels nous disent moi je peux pas, parce que 300 000 euros d'investissement pour faire de la mesure, c'est beaucoup trop pour moi. Non, parce que pour faire du diagnostic, vous avez besoin de quelques dizaines de milliers d'euros, et vous aurez peut-être besoin d'autres quelques dizaines de milliers d'euros pour faire de la mesure pérenne, et pas nécessairement remonter des données en flux continu par centaines pour s'en servir une fois. Ça veut dire qu'il faut savoir combien on est prêt à investir dès le début du projet? Ça veut surtout savoir qu'il faut y aller par étapes. Effectivement, la première étape, vous le disiez, c'est faire un état des lieux. Un état des lieux, c'est comprendre où est-ce qu'on consomme l'énergie par de la mesure, et puis voir où est-ce qu'on va pouvoir agir. Et puis après, une fois qu'on va enclencher le plan d'action, il va falloir agir sur les leviers et mesurer les résultats. Mais ne confondons pas les étapes, et ne dépensons pas notre argent inutilement alors qu'on va en avoir besoin pour aller gagner en efficacité énergétique. Alors restons un petit peu sur cette étape de diagnostic. Comment on détermine la granularité des mesures, s'il s'agit de mesures que l'on doit effectuer, à la fois temporellement et puis en termes de qualité du nombre de capteurs par exemple? Vous observez, ils font quoi vos membres aujourd'hui?
Alors, chez nos membres, on va avoir une grande disparité en fonction du type de site, du type d'industrie. Certains ont déjà mis en place des mesures très précises à la minute près parce que l'énergie représente un coût considérable. Et sur les outils primaires de production, on observe un reporting continu de ces outils. Par contre, sur des outils peut-être plus secondaires, on va parler par exemple des grands classiques, les compresseurs, on va avoir des mesures qui vont être un petit peu moins fréquentes, par exemple des reportings qui vont être au mois, au trimestre ou à l'année. Donc il y a une variété, là comme je le disais, sur un même site, et forcément entre les acteurs, on va avoir une grande disparité. Est-ce que c'est une constante, ça? C'est-à-dire que sur le process principal, on est plutôt bien instrumenté, puis sur les utilités, on en sait un petit peu moins? Alors, oui, en général, chez tous les industriels, leur process principal est bien instrumenté sur tous les aspects, c'est-à-dire évidemment sur les volumes produits, sur la qualité du produit, etc. Parce que ça fait partie de leur cœur de métier. Mais pour autant, quand ils commencent à mettre de la mesure en place, c'est plutôt sur les utilités qu'ils commencent à les mettre en place. Parce que c'est d'abord là, dans l'industrie, plus de la moitié de la consommation énergétique vient des utilités. Mmh. Et donc, les industriels le savent. Et ils vont se demander, tiens, je veux mesurer ma vapeur, je veux mesurer le froid que je produis, je veux mesurer l'air comprimé que je produis. Donc la première étape en général qui est appréhendée par l'industriel, c'est de mesurer ses utilités. Encore une fois, je pense qu'il faut toujours différencier la mesure qu'on veut faire pour aller en profondeur, comprendre ce qui s'y passe, et puis la mesure qui va nous donner un indicateur de consommation qu'on va regarder tous les mois. Pour autant, bien que ça soit la démarche qu'adoptent les industriels, nous, notre proposition, quand on arrive sur un site industriel et qu'il a envie d'aller plus loin dans sa démarche énergétique que ce qu'il a déjà fait, puisque aujourd'hui, effectivement, la plupart des industriels ont déjà commencé à travailler sur l'efficacité énergétique. Ce qu'on leur propose, c'est non pas de commencer par les utilités, mais de commencer par le process. C'est-à-dire, regardez d'abord de quelle énergie avez-vous vraiment besoin pour fabriquer votre produit. Avant d'aller optimiser la production de vapeur, demandons-nous si on a vraiment besoin d'une chaudière vapeur sur notre installation. Et je vous donne cet exemple parce que je l'ai vécu encore la semaine dernière dans une usine qui fabrique qui est une usine agroalimentaire et qui fait de l'abattage de poulet, qui a installé une chaudière vapeur il y a très longtemps parce qu'à l'époque, il faisait de la conserverie de foie gras aussi et donc ils avaient besoin de vapeur. Eh bien, aujourd'hui, ils n'ont plus de conserverie de foie gras, ils ne font plus que de l'abattage de poulet. La vapeur ne sert plus à rien puisque toutes les températures qu'ils utilisent sur le site ne dépassent pas 80 degrés. On fait ça très bien avec de l'eau chaude et une pompe à chaleur éventuellement. Donc, plutôt que d'aller installer un système de récupération de fumée ou un boiler micromodulant sur la chaudière, autant se débarrasser de cette chaudière vapeur et trouver des solutions en récupérant de la chaleur sur les groupes froids ou sur l'air comprimé ou et en l'élevant cette chaleur avec une pompe à chaleur. Et là, on aura bien pensé son investissement plutôt que de dépenser de l'argent sur une chaudière avec un temps de retour éventuellement acceptable, mais qui finalement n'a pas de sens. Mmh. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, alors je vais totalement dans le même sens. Effectivement, ça dépend tout de même du type de site sur lequel on est. Sur un énergo-intensif, par exemple, on va avoir une très forte connaissance de tout ce qui est process parce que l'énergie va être aux alentours de 10 à 50%, par exemple, des dépenses opérationnelles du site. Et dans ce cas-là, on a une très forte connaissance des consommations, des process. On a souvent une R&D, en tout cas pour les grands groupes qui sont membres de PE, qui est internalisé, y compris sur la fabrication des outils de production. Et dans ce cas-là, on a déjà beaucoup travaillé, notamment depuis 70. Donc, on a déjà beaucoup réduit et les marges de réduction sont très faibles. Si on regarde ArcelorMittal, par exemple, sur leurs hauts fourneaux, aujourd'hui, ils ne sont pas capables, sans technologie de rupture, de faire mieux en termes d'efficacité énergétique. Pourquoi? Ils sont arrivés aux limites stoichiométriques du process. Maintenant, ils doivent penser aux technologies de rupture. On connaît le projet Ulcos qui avait beaucoup été discuté. Ce sont des projets qui vont permettre de révolutionner ces industries-là, mais qui nécessitent des investissements colossaux que les industriels ne sont parfois pas capables de faire tout seuls. Y a-t-il un périmètre idéal, toujours dans cette phase de diagnostic? Je pense notamment à des données exogènes, par exemple commerciales, ou je sais pas, la météo, si elle peut avoir un impact sur le process ou l'activité commerciale de l'entreprise. Et aussi en termes de nombre de sites, ou même
d'espace à l'intérieur d'un même site. Comment est-ce qu'on gère cet optimum du diagnostic? Alors, je vais répondre à votre question, puis je rebondirai aussi sur votre commentaire. Dans l'ordre que vous voulez. Dans l'ordre, je commence par votre question. Concernant les périmètres, je pense que le périmètre, évidemment, normal, c'est le site. Vous pouvez après reproduire des bonnes pratiques d'un site à l'autre, et c'est forcément une démarche que les industriels ont en tête. Par contre, c'est dommage d'agir sur des sous-systèmes parce que l'énergie, c'est une problématique systémique. En particulier, tout ce qui est l'intégration thermique, la revalorisation des flux chauds et des flux froids, elle n'est maximisée qu'à l'échelle du site. Et puis, même quand on regarde la consommation énergétique dans différentes étapes du process, améliorer une étape peut influencer la consommation énergétique d'une autre étape. Donc, pour nous, la bonne taille, c'est le site. Et puis, éventuellement, après, on peut aller faire des zooms spécifiques sur certains sous-process parce qu'on va vouloir gratter. Mais il faudra toujours garder en tête l'image globale du site. Et donc, dans cet esprit, je vais juste finir la deuxième partie de cette première question. L'apport, l'intégration de données exogènes a-t-elle un intérêt? Oui, mais pas au stade. Oui, ça peut être le cas au stade du diagnostic. Si vous voulez comprendre ce qui est en train de se passer d'un point de vue énergétique sur un site, c'est important d'aller regarder quels sont les facteurs d'influence de cette consommation énergétique. Les facteurs d'influence, ce sera en général le volume, ça c'est évident. C'est quelquefois la qualité de la matière première à l'entrée. Dans la métallurgie, en fonction des types de scrap que vous utilisez dans votre four électrique, vous allez avoir des consommations différentes. Ça peut être la granulométrie ou le taux d'humidité de la matière première. Ça peut être le mix produit que vous fabriquez et ça sera aussi éventuellement la température extérieure ou le pourcentage d'humidité à l'extérieur de l'air. Donc ça, ces données-là, elles sont intéressantes de les intégrer quand vous analysez les consommations énergétiques pour isoler les facteurs d'influence et voir véritablement comment la performance évolue d'un point de vue énergétique. Parce que ça peut prendre du temps. Ça prendra forcément du temps parce qu'il faut se baser sur des historiques. Pour moi, cette étape-là, elle est encore plus intéressante quand on va passer au moment où on va mettre en place un processus d'amélioration continue. Et là, on va vouloir avoir des indicateurs de performance. Et eux, évidemment, il va falloir les traiter de telle manière qu'on isole bien l'influence des facteurs d'influence. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes un opérateur ou un chef de ligne et vous voulez savoir quelle est votre consommation énergétique sur votre ligne, vous avez besoin de savoir si cette consommation énergétique a augmenté, si c'est parce qu'on a fait du volume différent, si c'est parce que la matière première a été différente, ou c'est parce que vous avez effectivement un problème qui se passe sur votre ligne et il y a quelque chose à corriger et qu'il va falloir que vous corrigiez rapidement pour éviter la dérive énergétique. Donc ces facteurs sont importants à ce stade-là. Autre donnée que vous citiez, c'est celle venant des clients. Les clients, de plus en plus, ont des besoins qui s'adaptent au monde, qui a un besoin notamment de produits plus environnementaux, plus efficaces énergétiquement et qui respectent aussi la protection du climat. Et de plus en plus, on s'aperçoit que les industriels adaptent leur offre et donc leurs produits et donc leur process au final à ces demandes. Je vais prendre l'exemple par exemple de Saint-Gobain. Saint-Gobain propose un ensemble de solutions, notamment des solutions pour l'automobile. Vous savez que dans l'automobile, on a un gros problème de consommation d'énergie. De plus en plus, on essaie de réduire via des normes en Europe les consommations d'énergie. Saint-Gobain propose des pare-brises qui vont permettre de réduire la consommation en climatisation, en fait, en limitant les apports solaires et aussi d'isoler mieux la voiture en hiver, qui va permettre donc d'économiser 1,5%, 2% de la consommation du véhicule dans ces situations-là. C'est une toute petite pierre, mais c'est bien guidé par le besoin d'avoir des véhicules plus efficaces à la fois en termes de limitation de la consommation d'essence, mais aussi de préservation du climat, qu'on a ce genre d'initiatives qui naissent. Alors on reviendra sur les motivations dans un instant. Je vous laisse terminer le fil que vous aviez lancé tout à l'heure. Je reviens sur l'approche l'approche du diagnostic. Nous, on est en fait chez Okavango Énergie, on a développé une méthode qui s'appelle Leanergy, qui est une méthode inspirée du Lean Manufacturing. Le Lean Manufacturing est la méthode qu'a développée Toyota dans les années 70 pour devenir le premier constructeur mondial d'automobiles. C'est-à-dire comment je fais pour maximiser la qualité de mes produits et minimiser les coûts pour les fabriquer. Ce
Lean aujourd'hui est appliqué dans toute l'industrie pour optimiser la productivité et l'efficacité industrielle des entreprises. Et chez Okavango, on a choisi de l'appliquer et de développer toute une série d'outils pour l'appliquer à l'énergie. Et l'esprit du Lean, c'est quelles que soient les actions que je vais mener dans mon entreprise, je vais commencer par me poser la question, qu'est-ce qui apporte de la valeur ajoutée à mon produit et qu'est-ce qui pourrait être, je pourrais éviter de faire parce que ça n'a finalement aucune valeur ajoutée pour le produit que mon client, dont mon client a besoin. Et donc, dans cet esprit-là, justement, l'analyse, un diagnostic énergétique pour nous doit commencer par le produit. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a 2 niveaux de maturité chez les industriels. Il y a des industriels très rares, il y a même 3 niveaux. Quelques-uns qui n'ont rien fait, ils sont de plus en plus rares. La plupart ont déjà mis en place un certain nombre d'actions, mais ont besoin de passer à une étape supérieure, une étape où ils vont aller chercher encore plus d'efficacité énergétique. Et puis quelques-uns, et en particulier les énergies intensives, qui sont déjà très matures et qui arrivent en asymptote vers la fin de leur capacité d'amélioration en termes d'efficacité énergétique. Dans les 2 derniers cas, ceux qui ont déjà mis en œuvre et ceux qui sont déjà très avancés dans leur maturité énergétique, la problématique doit toujours commencer par le process et par le produit. Quand on est un industriel énergie intensif, eh bien, c'est ce que vous disiez sur Arcelor, ce qu'il va regarder, c'est comment il peut descendre sa consommation énergétique au niveau de l'énergie minimum requise, c'est-à-dire l'énergie dont le produit a besoin pour se transformer. Aujourd'hui, il existe une méthodologie qui s'appelle l'analyse énergétique et exergétique des procédés, qui a été développée par l'École des mines de Paris, avec qui Okavango collabore sur de nombreux projets, et qui permet d'aller analyser cette énergie minimum requise et d'aller chercher, inventer des nouveaux procédés qui vont permettre de transformer le produit de manière à être beaucoup plus proche du minimum d'énergie dont le produit ne pourra pas se passer pour se transformer. Et c'est ça les sauts technologiques dont vous parlez. Et effectivement, quand le client est arrivé déjà à mettre en place toutes les améliorations possibles dans ses sites industriels et qu'il en est à se dire mais qu'est-ce que je fais maintenant en plus, c'est des sauts d'innovation et c'est changer les technologies et se rapprocher de l'énergie minimum requise. Donc là, on commence par le produit, mais on rentre tout de suite dans la R&D pour essayer de trouver par de l'innovation des nouvelles solutions de fabrication. Alors que quand vous êtes sur des sites industriels qui ont déjà mis en œuvre un certain nombre de solutions, mais qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin, pas besoin de passer d'abord tout de suite à la R&D. Commençons par se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette température-là pour mon produit? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces étapes de process pour mon produit? Je vous donne 2 exemples pour marquer les idées. Je vais les reprendre dans l'agroalimentaire. Un industriel qui a du lait qui reçoit à 6 degrés, il le monte à 80 degrés pour le pasteuriser, il le refroidit à 40 degrés pour l'écrémer, et puis après il le stocke à 6 degrés, il le reprend quelques heures plus tard pour le remonter à 40 degrés pour fabriquer du fromage. On a travaillé avec lui en se disant cette étape à 6 degrés intermédiaire qui sert juste à stocker, on pourrait peut-être la supprimer, réduire, minimiser ce stock intermédiaire qui sert que très rarement dans le processus et faire passer l'essentiel des produits de 40 degrés à 40 degrés. J'élimine de la chaleur que j'ai dû apporter pour réchauffer, j'élimine du froid que j'ai dû apporter pour refroidir. Donc ça, c'est repenser son process pour essayer de minimiser les apports d'énergie nécessaires. Et ça passe pas par le R&D, ça passe juste par du questionnement intelligent de votre procédé. Alors, un dernier mot, puis on passera aux solutions. Vraiment un dernier mot. De plus en plus, les entreprises, et notamment les membres d'EPE, vont au-delà de cette simple réflexion sur l'énergie et même sur le changement climatique. Ils vont sur des démarches d'éco-conception où ils intègrent dès la R&D l'ensemble du process et des finalités pour pouvoir réduire l'ensemble des impacts environnementaux. Pas seulement l'énergie, pas seulement le changement climatique, mais aussi l'écotoxicité pour l'homme, la consommation d'eau, les rejets dans l'air, etc. Alors, on va passer aux solutions. J'ai un diagnostic au bon périmètre. De ce que vous observez chez vos clients ou les membres de votre association, est-ce qu'on a des grandes solutions qui émergent, des familles de solutions principales qu'il ne faut pas louper, donc, et si oui, lesquelles? Alors, je peux commencer et puis je vous laisserai continuer. Nous, ce qu'on observe chez les industriels avec qui nous travaillons, et même ceux avec qui nous ne travaillons pas d'ailleurs, c'est que tous les industriels ont pas mal avancé sur l'optimisation des équipements. Ça, c'est évidemment la famille principale, c'est-à-dire je remplace mon équipement pour un équipement plus performant, parce qu'il est arrivé en fin de vie et c'est l'occasion de mettre un équipement plus performant aujourd'hui à sa place, un four plus performant par exemple. Et puis... c'est une action passive, si j'ose dire. C'est une action
opportuniste, c'est-à-dire que je suis en fin de vie et j'en profite, je transforme mon équipement par un équipement plus performant. Je peux aussi sur mes équipements rajouter des options qui améliorent la performance. On parlait tout à l'heure de groupe froid, je peux aujourd'hui rajouter une option qui s'appelle la HP flottante qui adapte la pression du compresseur en fonction de la température extérieure. C'est quelque chose qui n'existait pas sur les groupes froids il y a quelques années, qui est maintenant une option qui se met facilement sur beaucoup de groupes froids et donc je peux optimiser la performance de mes équipements avec des investissements qui sont pour le coup, des investissements avec des temps de retour qui sont à 2-3 ans, donc tout à fait acceptable pour un industriel. Ça, c'est ce que font déjà la plupart des industriels, sollicités par les fabricants qui développent des nouvelles solutions et les proposent sur le marché et convainquent les industriels de les utiliser. Ce qui est un petit peu moins fait, c'est la partie récupération de la chaleur fatale. Donc ce que nous on appelle l'intégration thermique, c'est je récupère toute l'énergie disponible dans mon site et j'essaie de la réutiliser le plus intelligemment possible, le chaud ou le froid. En général plutôt le chaud d'ailleurs. Cette partie intégration thermique, elle est en partie faite par les industriels et beaucoup ont laissé encore énormément d'opportunités sans les attaquer. Ce qui est en général fait, c'est la récupération des fumées sur des chaudières, sur des fours. On se dit, tiens, cette chaleur qui monte à 150 degrés, à 300 degrés ou à 1000 degrés, qui sort par la cheminée, c'est dommage, je pourrais quand même la récupérer et on la réinjecte. Là, c'est souvent fait. Par contre, il reste pas mal d'opportunités de récupération d'énergie dans l'usine et elles ne sont pas toujours utilisées. Les deux leviers qui sont le moins travaillés, parce qu'il nécessite en particulier une remise en question forte, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure sur la remise en question du besoin. Parce qu'il faut se poser la question, est-ce que finalement, ce que j'ai fait depuis des années et dont je pense que c'est très bien, je pourrais le faire différemment et donc mieux. Et donc ça nécessite des réflexions de groupe transverses avec des gens de la R&D, des gens des méthodes, des gens des process et de l'acceptation de la remise en question. Et ce qui est aussi moins bien fait, c'est tout le travail sur la conduite des installations, c'est-à-dire comment j'optimise la consommation énergétique de mon installation en conduisant l'installation de la manière la plus efficace possible. À l'image du conducteur de la voiture qui fait du 3 litres au 100 et qui la conduit plus ou moins bien et qui va faire du 10 litres ou du 6 litres au 100 ou du 3 litres au 100. Une usine, c'est pareil, ça se conduit. Des opérateurs règlent des machines, des managers donnent des consignes, on organise des productions, on lance des productions synchronisées, tout ça, on sature des capacités et tout ça, ça peut s'optimiser. Mais là, on sort un peu du métier de l'énergie et pour autant, on a des gros impacts sur l'énergie. Et donc, ce sont des mixtes de réflexion aussi transverses entre les gens de la production, les gens de l'ordonnancement-lancement, les gens des méthodes, les opérateurs qui peuvent permettre de faire ça. Donc, les deux leviers les moins utilisés dans l'industrie, c'est les deux qui nécessitent des travaux collaboratifs. Ceux qui avancent le plus, ce sont des leviers qui peuvent être confiés à une seule équipe, l'équipe technique en général, sur les nouveaux équipements. Et qui présentent du risque en plus. Et qui présentent évidemment, vous avez raison, des effets de bord potentiels qu'il faut mesurer et qu'il faut travailler. Je peux vous observer quoi? Alors, comme le disait M. Rich, on voit qu'il y a énormément de solutions possibles pour travailler sur l'efficacité énergétique. Maintenant, on s'aperçoit aussi de plus en plus qu'on va vers les méthodes, vous avez cité Lean tout à l'heure, mais les méthodes qui sont des méthodes de process habituellement, qui vont être dédiées à l'énergie. On va la retrouver au niveau des normes avec l'ISO 50001 ou avec l'ISO 14001 adapté à l'énergie. On va le retrouver aussi avec des démarches type WCM, Lean Energy ou autres. Et de plus en plus, en fait, ce sont des méthodes qui sont déjà connues dans l'entreprise, donc qui ont des facilités d'intégration dans les équipes. Les gens sont habitués de faire des réunions, sont habitués de s'organiser de cette façon-là, et ça va permettre de collaborer en fait entre équipes pluridisciplinaires, ce qui est une difficulté effectivement dans les entreprises. Alors, c'est une difficulté pas forcément au niveau d'un site où le management est relativement court, mais ça peut être une difficulté quand on a une forte intégration verticale, un parcours assez long entre les équipes des directions techniques, par exemple, les directions des achats, et puis les équipes sur site qui sont chargées de mettre en application ces programmes. Donc, de plus en plus, on va vers ces méthodes. Ces méthodes existaient déjà, et elles sont adaptées de plus en plus à la fois à l'énergie et au changement climatique. On retrouve de plus en plus associés les deux, puisque très liés. Les émissions principalement viennent des consommations d'énergie et des émissions des procédés qui sont plutôt de nature chimique, mais qui sont connus dans les procédés. Et donc, on a un management double, énergie et changement climatique sur les sites. D'accord. Assez rapidement, comment est-ce qu'on arbitre entre ces différents leviers, entre ces différentes solutions ?
Alors, vous avez raison, parce qu'une fois qu'on a fait son diagnostic et qu'on veut agir, il va falloir arbitrer entre toutes les opportunités qui existent. L'arbitrage le plus évident, il va commencer, et le plus utilisé, c'est le temps de retour. L'industriel va privilégier les actions avec des temps de retour courts. Et il y en a beaucoup qui peuvent être faits avec des temps de retour inférieurs à 1 an. Il va agir après sur les actions qui ont des temps de retour un peu plus longs, et il va sûrement éliminer les actions avec des temps de retour au-delà de 3, 4 ans, 5 ans dans certains cas, mais il y a après une limite qui va éliminer ces actions. Pour autant, il y a un deuxième critère qui est important à prendre en compte et que les industriels prennent plus ou moins en compte de manière, je dirais, consciente, c'est la complexité de mise en œuvre. Il y a certaines actions qui sont très faciles à mettre en œuvre et qui vont nécessiter très peu d'implication de très peu de gens dans l'entreprise. Typiquement, remplacer, et je donne cet exemple-là parce qu'il est très connu par les industriels, mettre de la vitesse variable sur des moteurs de pompe ou des moteurs de ventilateurs ou sur des gros moteurs de broyeurs, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. On présente un budget, son patron l'accepte, vous faites venir un fournisseur, il l'installe et c'est fini. Par contre, remettre à plat un besoin ou changer des habitudes en conduite d'exploitation, ça va nécessiter de faire des tests sur les impacts, les effets de bord, ça va nécessiter de former plusieurs personnes, ça va nécessiter de mettre en place des indicateurs pour voir si ça se passe bien. Et ça, c'est des actions plus complexes à mettre en œuvre, qui peuvent avoir des temps de retour bien inférieurs à la vitesse variable, mais qui vont avoir un degré de complexité à mettre en œuvre plus élevé. Donc, les bons critères, c'est ce mix de gains potentiels, de temps de retour sur l'investissement s'il y est, et de pénibilité. Et avec ces 3 critères, vous arrivez à construire un plan de mise en œuvre. Et ce que vous disiez est très important. Je pense que aujourd'hui, quand on passe du diagnostic et du plan à la réalisation, utiliser des outils qui viennent de la performance industrielle, utiliser des outils qui sont déjà connus par les équipes industrielles pour mener les projets, donc les techniques du Lean, PDCA, Plan, Do, Check, Act, c'est-à-dire je prévois, je fais, je vérifie et je réalise. C'est des techniques que les industriels utilisent au quotidien pour agir sur leur outil. Elles sont très adaptées aussi à l'énergie et elles facilitent la mise en œuvre. Donc, utilisons des outils qui existent déjà, planifions bien, structurons la démarche, et plus la démarche va être structurée, plus le potentiel d'énergie va être important en termes d'économie, et plus les économies seront pérennes. D'accord. Monsieur Collat. Oui, je rejoins totalement l'avis de Monsieur Rich sur effectivement le ROI, le retour sur investissement est primordial. Cela dit, il ne faut pas oublier aussi le besoin en investissement. Le besoin en investissement peut être colossal pour certains projets, notamment quand on va changer les process, quand on va restructurer certaines usines. Il faut voir notamment en France que certaines usines peuvent avoir plus de 50 ans. Chez Saint-Gobain, j'ai connu une usine qui a 500 ans cette année, même si tout n'a pas été mis en place il y a 500 ans, bien entendu. On a des usines tout de même qui peuvent être relativement complexes parce qu'elles ont un certain vécu et donc cela nécessite des investissements qui peuvent être considérables. Pour les technologies de rupture, la plupart du temps, pas forcément tout le temps, mais quand même la plupart du temps, on a des investissements aussi qui sont colossaux. Et dans cette période qui est un petit peu compliquée en termes de capital, c'est un des critères principaux. Même avec un ROI à 1 an, vous pouvez avoir des projets qui ne passent pas. Donc il y a besoin aussi de financement et de la confiance des investisseurs sur ces projets pour pouvoir les faire passer. Alors très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, une question, je pense plutôt pour Monsieur Collas, parce que je pense que vous allez me répondre de manière trop évidente. Sinon, est-ce qu'on peut y aller seul? Vous voyez, je ne pouvais pas vous la poser. Est-ce que parmi vos membres, certains se débrouillent tout seuls sans aide? Puis-je répondre oui? Cela va dépendre en fait des entreprises. Certaines entreprises ont déjà travaillé sur ces projets depuis très longtemps et ont internalisé tellement bien ces questions-là qu'elles revendent maintenant du conseil. On peut prendre par exemple le cas de Schneider, qui a une très grande expertise sur tous les systèmes de reporting, de comptabilisation des flux en direct sur ses clients, et puis qui peut proposer aussi des solutions d'efficacité énergétique. On a le cas de Solvay également, qui a commencé à travailler en interne sur ces projets et qui a finalement pu accompagner des partenaires habituels sur de l'efficacité énergétique. D'accord. Bon, ce sont des grandes entreprises. Maintenant, de plus petites entreprises qui n'ont pas la possibilité de recourir à des équipes centrales vont avoir ponctuellement ou de façon pérenne,
tout dépend de l'entreprise, de la façon dont elle est structurée, ils vont avoir recours à un consultant. Notamment pour l'étape d'audit préliminaire, ça peut être intéressant de se faire accompagner, pas d'abandonner le sujet, attention. Il faut se faire accompagner sur le sujet, ça peut être intéressant, ça apporte un œil neuf, notamment dans les cas que vous citiez, où les personnes font les mêmes procédés depuis une vingtaine d'années, mettent en place les mêmes procédures avec les mêmes équipes. Dans ces cas-là, on ne voit plus les solutions pour progresser, ou on les a déjà mises en place quand on était capable de le faire. Je vais vous donner l'occasion de me rattraper, de me racheter. Pourquoi ça plante quand ça ne fonctionne pas? Alors, ça plante... Parce qu'on n'a pas d'aide. Non, mais déjà, ça plante parce que, effectivement, première difficulté, si vous faites un audit avec l'objectif de faire un audit et vous n'êtes pas projeté dans l'implémentation, vous avez de bonnes chances d'avoir une grosse difficulté dans la réalisation. Donc, évidemment, quand on commence l'audit, il faut déjà aussi commencer sur la communication auprès des équipes, sur l'implication des équipes pour faciliter la gestion du changement postérieur. Et évidemment, si vous vous faites aider par un consultant extérieur, il faut que le client industriel s'implique dans l'audit pour se l'approprier. Mais il faut aussi, et nous, c'est notre recommandation en tant qu'Okavango, que le consultant extérieur, et c'est ce qu'on fait avec tous nos clients, s'implique dans la réalisation. Parce que c'est très difficile, c'est très facile de faire l'audit, de dire ce qu'il faut faire, mais si vous n'êtes pas responsable de l'implémentation, vous allez pouvoir raconter ce que vous voulez. Et puis en plus, si vous donnez un audit à un industriel et qu'il doit se débrouiller tout seul pour le mettre en œuvre, comme c'est pas lui qui l'a fait, même s'il s'est impliqué, il va avoir du mal à réaliser. Donc nous, tous nos projets que nous réalisons avec nos clients, nous faisons l'audit et nous accompagnons dans les 2 premières années de la réalisation pour assurer cette transition, elle est très importante. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle ça plante. La deuxième raison pour laquelle ça peut planter, c'est qu'il n'est pas le sponsoring du top management. Le top management est fondamental dans un projet d'efficacité énergétique parce que c'est un projet de transformation. C'est un nouveau enjeu industriel, l'énergie, comme on a eu la qualité il y a quelques années ou la sécurité. Et donc, ce sont des projets de transformation. On peut le faire par briques. On peut faire certaines choses sans mobiliser toute l'organisation. Mais si vous voulez amener vers la performance élevée de votre organisation, il va falloir impliquer tout le monde. Et pour que tout le monde s'implique, il faut que le patron ait dit, les gars, c'est important, il va falloir y aller, chacun fera sa part et tous les sujets doivent être traités. Donc le sponsoring du top management est fondamental. Et puis, je dirais qu'une fois que vous avez une démarche structurée avec une vraie transition entre l'audit et la réalisation et un sponsoring du patron, après, il suffit de dérouler. Je pense que tous les industriels ont des compétences et effectivement, ils peuvent aller les chercher à l'extérieur. Nous, la raison pour laquelle on travaille avec nos clients, c'est 3. C'est soit parce qu'ils ont besoin qu'on les aide à mettre en place une approche structurée et l'approche Linergy que nous avons développée les intéresse, soit parce qu'ils ont besoin d'aller challenger très loin des aspects technologiques et ils manquent d'expertise en interne et nos savoir-faire et nos collaborations avec les laboratoires de recherche et nos équipes internes R&D, puisqu'on est une jeune entreprise innovante, vont leur permettre d'aller au-delà des technologies existantes, et soit parce qu'ils ont simplement besoin d'agir sur l'énergie sans investissement, qui est aussi la contrainte que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a quelques industriels qui aujourd'hui, dans la situation économique actuelle, se disent, moi, super, mais même les DROI à 2 ans, à 1 an, j'ai pas les moyens financiers d'investir, et donc je veux faire des actions sans investissement. Et là, nous, on a une approche particulièrement développée là-dessus, qui leur permet, en particulier par l'approche par le lead, d'aller chercher des leviers sans investissement, alors qu'ils ont quelquefois l'impression qu'ils ont tout fait sans investissement, qu'il leur reste plus rien à faire. Merci, c'est très clair. Alors, Monsieur Collat, je vous laisse le mot de la fin et peut-être présenter ce livre que vous avez amené avec vous, qui contient des exemples. Oui, je voulais juste vous présenter en fait ce petit guide Action climat des entreprises, pratique de réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises membres de PE. C'est un guide en fait qui va vous permettre de connaître les grandes actions qui ont été entreprises par les membres de PE en matière de changement climatique, et donc une partie, on va dire bien un quart ou 20% va concerner des mesures d'efficacité énergétique, qui est un des leviers pour amener à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela dit, ce n'est pas le seul, et on est très attentif à ce que ces gains sur l'efficacité énergétique ne soient pas suivis d'un effet rebond, c'est-à-dire que j'économise sur mon énergie en interne, mes produits de ce fait sont plus compétitifs et donc vont être plus répandus, plus distribués aux consommateurs. Bien sûr, ça fait de la croissance et ça peut être intéressant pour l'industriel, mais au final, en termes de gaz à effet de serre, on peut avoir une augmentation. Donc on est aussi sensible à cet aspect-là, et on fait très attention à ce que l'efficacité énergétique soit aussi accompagnée d'une efficacité climatique. Merci beaucoup, merci à vous deux.
Merci à vous également, Merci. internautes, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos autres vidéos, notamment celle de ce thème consacré à l'efficacité énergétique dans l'industrie, sur cleantechrepublic.com. Au revoir.